mais dans le début des années 60, la piste d'aéroport de Saint-Georges était où l'hôtel Arnold, il y avait un terrain en arrière. Et il fallait agrandir, il n'y avait pas vraiment de place. Et Saint-Georges-Ouest, il y avait un beau terrain ici. Il y avait eu un petit peu une tentative avec M. Bolduc de faire une petite piste à côté, mais il trouvait ici que c'était encore mieux. Donc, c'est la ville de l'Est qui a fait l'acquisition des terrains pour permettre à l'aéroport de prendre de l'expansion. C'est sûr que c'était pas évident, ça prend de la vie d'un aéroport, puis ça prend une utilité, c'est pas juste pour les gens qui s'amusent. Il y a eu un certain monsieur qui, lui, il avait besoin d'un avion, c'est monsieur Marcel Dutil, et lui, il a donné un coup de pouce incroyable, et je veux dire, moi, je le voyais voler, il avait acheté un bimoteur, et puis il partait le matin, il revenait le soir, il repartait plusieurs fois, puis ça faisait de la vie à l'aéroport, puis nous autres, comme jeunes pilotes, ben, on voyait que ça continuait de monter, puis ses affaires ont continué de progresser, puis il a acheté de plus en plus d'avions, des modèles de plus en plus puissants, performants, jusqu'à avoir des jets, puis aujourd'hui, ben, il y a beaucoup de jets ici, puis ça fait partie de l'anthologie de Saint-Georges, de l'aéroport de Saint-Georges. Il faut aller ailleurs pour voir la qualité de l'aéroport qu'on a aujourd'hui. Puis il y a une compagnie qui s'appelle Aviation CMP, qui est gestionnaire ici, puis qui nous permet, nous, comme privés, d'avoir accès à des installations qui sont en premier lieu utiles pour, on va se le dire, les gens d'affaires. On est à l'EEB, puis derrière nous, là, c'est la première piste d'aviation de Saint-Georges où ma mère, jeune adolescente, a suivi son cours de pilote. Puis aujourd'hui, vous le savez, l'aéroport il est dans l'ouest. Imaginez Saint-Georges sans autoroute. Et pour de vrai, imaginez Saint-Georges sans autoroute, j'ai rien contre les villages qu'il fallait traverser. Là. Un aéroport, c'est une autoroute. Okay? On peut partir de Saint-Georges puis se rendre où on a besoin d'aller. Puis juste un matin, j'ai l'opportunité d'aller à Hamilton, en Ontario, rencontrer une entreprise qui a des meilleures pratiques en intelligence artificielle en usine. Puis on est capable d'être 8 personnes ici qui vont aller-retour, qui reviennent à Saint-Georges, qui ramènent tout ce savoir-là. C'est un instrument extraordinaire. L'aéroport est une infrastructure qui appartient à la ville Saint-Georges. Puis, c'est une infrastructure qui est un peu méconnue de la population. Donc, il y a beaucoup d'industries qui viennent s'implanter parce qu'on a un aéroport. Donc, ça leur permet d'avoir une porte d'entrée facile pour venir voir leur entreprise. Et puis, il y a beaucoup aussi de main-d'œuvre qui est exportée de la Beauce vers d'autres régions, vers le nord pour la construction. C'est quelque chose qui est très important pour le développement économique ici en Chaudière-Appalaches. À titre de comptable agréé, ben, je vais me dire qu'un aéroport, que la santé dans l'aéroport, c'est un peu comme un thermomètre de l'activité économique d'une région. Tu ne peux pas penser avoir une activité économique régionale qui va à l'extérieur forte si tu n'as pas des accès qui permettent aux gens de venir ici. Vous allez me dire, oui, mais maintenant, il y a Internet. Internet n'a pas toujours existé. Puis malgré Internet, oui, on peut éviter beaucoup de voyages, mais le contact humain est encore important. Puis il faut se déplacer pour aller voir nos gens dans les usines, aller voir... C'est pas juste dire, on t'envoie un courriel, puis on te trouve bien fait, bien beau, puis régler un problème. C'est pas comme ça que ça se règle encore. Les gens d'affaires utilisent l'avion à des fins professionnelles et ça lui prend des très bons équipements. Écoutez, ça a commencé en 1975. En 1975, mon père avait eu une compagnie de transport de camions, lui, pendant 25 ans. Et puis, ça s'appelait Grondin Transport Incorporé. Alors, mon père est venu au monde en face de l'aéroport. Quand il s'est marié, il s'est bâti sur le terrain de l'aéroport. Et puis, en 1975, quand il a vendu sa compagnie de transport, il a gardé des bulldozers. Il y avait des bulldozers, des gros Alice Chalmer HD21. Il aimait ça voir passer les avions, les petits avions. Puis moi, j'étais souvent avec lui. Alors, il disait souvent, il dit, un jour, j'aurai une piste d'atterrissage en face de la maison. Ça restait de même. Mais quand il a vendu sa compagnie de transport, ben là, il a pris les bulldozers puis il a commencé à bouler, à faire une piste d'atterrissage. J'étais à Saint-Jean, je demeurais à Saint-Jean-sur-Richelieu dans le temps. Et puis, j'avais fait mon cours là-bas.
Puis en 77, mon père a acheté la première petite avion, un petit Grumman American TR2. C'était à 2 places. Et puis là, je partais de Saint-Jean, puis je venais ici, à Saint-Frédéric. La piste mesurait seulement que 800 pieds de long, 35 pieds de large à peu près. C'était pas long. Là, à un moment donné, en 77, là, c'est beau, il avait mis pas mal de sous pour faire la piste d'atterrissage. On avait acheté un avion. Il dit, on pourrait faire une business là-dedans, dans l'aviation. Il dit, avoir une école de pilotage, il n'y en a pas d'embauche. Et là, on a fait la demande de permis. Ça a pris 1 an avant d'avoir des permis pour école de pilotage. Mais là, Transport Canada, les inspecteurs de transport étaient venus ici pour voir le terrain, tout ça, c'est que ça avait de l'air. Ils ont dit, c'est bien trop court. Ils ont dit, ça prend minimum 1500 pieds. Continuez à bouler. Mon père avait racheté de la machinerie. Il avait loué de la grosse machinerie, des scrapers, comme on appelle, pour transporter de la terre. En 78, la piste avait 1800 pieds. Là, on a eu nos permis. On a commencé l'école de pilotage. Et puis là, on s'est mis à avoir des étudiants. Mais là, en 89, les étudiants se sont mis à rentrer. Puis là, on n'avait pas d'avion. On avait plus juste 3 ou 4 machines. Avec là, mon père s'informe pour les encans d'avion. Il s'en va à Oklahoma City, dans un encan. Il achète 6 machines. 6 Cessna 172. Et puis là, ça repartit. Ça a redécollé. Mais là, les Européens, ils arrivaient ici, il fallait les loger à quelque part. Ça fait que là, on a fait construire des petits motels ici de l'aéroport. Il y a 9 unités de motels équipées avec cuisinette. À un moment donné, ben, il y en a qui venaient faire le cours. Ça pouvait durer 2 mois, 3 mois. Il y en avait que c'était 1 an. Mais tu sais, il y avait un roulement d'élèves. Et puis, là, la machine était repartie. Là, c'était redécollé. On l'a passé une couple d'années à l'hôtel Arnold. On l'atterrissait là, on était parqué là, puis mais bien ça, c'est une piste de gazon. Piste de gazon, il n'y a rien de mieux que ça. Vu qu'on était parqué à l'Arnold, on s'amusait à couper le sapin au bout de la piste. Ça fait, les pneus étaient verts, les listes étaient vertes un peu, puis mon père, des fois, il arrivait, puis il dit « Hey, les gars, le compteur ne marche plus, il n'y a plus de break à Grouette. Oh, je sais pas, on break pas, puis on regarde pas ça dedans. » Des fois, on se faisait ramonner un peu. C'est la photo de l'aéroport de l'hôtel Arnold. Vous reconnaissez les bâtisses. Il y avait 2 pistes. Il y avait la piste principale qu'on voit qui longe les arbres. Et il y avait une petite piste de côté qui était vraiment pas longue. Quand j'ai fait mon cours en 1977, pendant 3-4 ans, durant l'été, on laissait l'avion à cette aérogare-là. Puis c'était bien plaisant. J'ai été élevé dans la 166e rue, où est maintenant le Saint-Hubert. Je prenais mon vélo, puis je montais à l'hôtel Arnold, puis je pouvais aller voler, puis je revenais. J'avais pas besoin. En fait, je n'avais pas d'auto au début, ça fait que j'avais pas le choix. Et ça, c'était une capsule que M. Redmond, qui était sénateur des États-Unis, le frère de M. Sylvester Redmond, il y avait eu un spectacle aérien en 64 à peu près dans ces coins-là. J'étais très jeune, j'avais eu de la misère à monter sur le bord pour voir la capsule. C'est la vraie capsule il avait fait venir de la NASA parce qu'il était sénateur du Maine. Il avait eu l'autorisation, c'était arrivé ici par un camion et puis on avait pu revoir à l'intérieur qu'est-ce qu'il y avait. Quand tu as 5-6 ans puis tu vois ça, là, tu restes impressionné à vie. Là. Fait que tu regardes ça et tu dis, hey, c'est une capsule pour de vrai, là, dans les années 60. C'est sûr qu'aujourd'hui, vous pouvez les revoir, ces capsules-là, si vous allez à Space Kennedy Center. Je suis allé il y a quelques années. J'ai été très impressionné de voir tout ce qu'il y avait là. Mais dans les années 60, il y avait déjà certains ordinateurs de base. C'était pas majeur, mais c'était quand même bien. Et là, on voit M. Conrad Dallaire, qui est probablement le pilote Beauson qui a le plus d'heures de vol, au moins 30 000 heures de vol, certains. C'est lui qui a participé à l'évolution rapide. Il est instructeur à Saint-Georges de vol dans les années 60 avec M. Raymond Tabette. Par la suite, il est instructeur de vol à Québec sur les bimoteurs. Et il a fait la grosse majorité de sa carrière sur des avions sur flotte.
Donc, il volait dans le Grand Nord québécois. Il partait d'ici sur le barrage. Il l'a fait pendant peut-être 20-25 ans. Et là, on vous parle de juillet 2025 présentement. Il est décédé en mai 2025, à l'âge de, je pense, c'est 96 ans. J'ai eu l'occasion de jaser avec la semaine avant qu'il décède. Et puis, c'était un gentleman. C'est quelqu'un qui parlait pas beaucoup, et qui était plutôt discret, mais qui avait une expérience de vol incroyable. D'ailleurs, il m'a fait un beau cadeau personnel. Il m'a donné sa valise de vol avec tous ses logbooks personnels. J'ai tout ça chez nous. Je les garde. De temps en temps, je les regarde, puis je vois tous les vols qu'il a faits. Puis c'est incroyable d'avoir passé tant d'heures de vol à partir des années 60, ce qui n'était pas accessible à tout le monde. Ça, c'est une photo qui a été prise lorsqu'ils ont fait les réparations à l'aéroport. Et vous remarquerez que sur cette photo-là, le garage principal d'aviation CMP n'était pas encore construit. Il avait rallongé la piste à 5000 pieds. Et puis, on voit deux taxiways, c'est-à-dire deux petits chemins là, qui partent des hangars pour se rendre à la piste principale qui avait été refaite. Au mois de juillet 1979, on décollait pour aller à Oshkosh, dans le Wisconsin, 2 avions. On était décollés de l'hôtel Arnold. Il y a plusieurs personnes qui vont se souvenir de ça sûrement. Moi, je décolle en premier, je parlais avec l'autre, puis à un moment donné, ça a comme griffé. Puis j'ai dit, hey, écoute, t'es-tu correct? Ça répondait pas. Et puis là, c'est pas normal, on part pour un 7-8 heures de vol, puis au bout de 3 minutes, l'autre répond pas. J'ai dit, il y a probablement un problème de radio, on va atterrir ici. On atterrit ici. On attend à peu près 10 minutes. On n'entend pas. Il y a un policier qui passe avec son auto de police. Il dit, avez-vous attendu un boom? Il y a quelqu'un qui a attendu ça. Il dit non, mais là, moi, Valume. Il dit, on va redécoller. Puis on regarde, puis on a passé au-dessus. Il y avait de la brume qui s'élevait après, mais au début, il n'y avait pas de brume. Quand le monde se sont réveillés à 6 heures, il y avait de la brume. Quand on a décollé à 5 heures, il n'y en avait pas. Puis l'avion était comme tourné en envers, puis les VAF, c'est curieux, ils étaient tous allés en entour. Moi, je pensais que c'était comme un genre de gros abreuvoir qu'ils avaient mis, parce qu'on voyait une partie, mais toutes les VAF, j'étais allé voir. Fait que là, c'était nos amis, là. Fait que là, moi, j'ai dit, j'ai rien vu. On atterrit, puis là, la Sûreté du Québec, j'embarque dans un auto de la Sûreté du Québec pour aller rejoindre un hélico pour montrer les coins, tout ça. Ils disent, on l'a trouvé. Fait qu'on s'en va, c'était pas loin du barrage Sartigan. Et puis, en débarquant du barrage, ben là, les policiers ont débarqué, mais moi, j'ai débarqué aussi. Puis là, je courais un petit peu plus vite qu'eux autres. Puis, je suis arrivé là-dessus, puis il y avait un gars en arrière qui était bien vivant, puis il était attaché en envers. Et puis là, les policiers sont arrivés, les mâchoires de vie. C'était pas des mâchoires de vie, mais c'était un peu semblable. Je les ai montrés où couper, tout ça. Puis il y avait quelqu'un qui m'avait bien gros impressionné, c'est le docteur Morin. Lui, il était en habit, je m'en souviendrai tout le temps. Il n'a pas bordé que ça. Il est rentré en dessous pour aller aider au gars à sortir tout ça. Il était tout sale, tout plein de choses. Il avait coupé la ceinture, puis les deux autres en avant étaient décédés. Puis c'était un monsieur Duquette en avant, puis un monsieur Dulac. Et puis ça m'avait énormément frappé. L'année d'après, on était redécollés de l'aéroport d'ici, puis on avait eu une pensée pour eux autres.